À l'Expo 58, on avait c'était nous la Silicon Valley. Le centre du monde était au plateau du Heysel, n'était pas à Silicon Valley, n'était pas à Shanghai, c'était ici. Il est clair que la digitalisation a d'énormes opportunités, mais a aussi des risques. La sécurité, la vie privée. Mais par contre, si on regarde uniquement les risques, on n'avance pas. Qui que vous soyez employé, chef d'entreprise ou politicien, faites au moins ça dans votre domaine, pour votre entreprise ou votre domaine, parce qu'on ne peut pas attendre. Thierry Geerts est à la tête de Google Belgique depuis bientôt 10 ans. C'est aussi l'auteur du livre Digitalis, un récit d'anticipation dans lequel il imagine une société qui se réinvente, de fond en comble, autour de la technologie. Vous l'aurez compris, Thierry Geerts est ce qu'on pourrait appeler un techno-optimiste, assumé. Chapitre après chapitre, il nous propose un pari pascalien. Dans le doute et l'incertitude, nous avons tout intérêt à croire dans une force supérieure, capable de nous offrir un futur salutaire. Ici, le salut passe par la technologie, une source intarissable de progrès et d'émancipation, avec l'intelligence artificielle pour étendard. L'intelligence artificielle nous permettra un jour, nous promet l'auteur, d'assurer l'abondance énergétique sur Terre. La clé de la réduction des inégalités, grâce à l'optimisation de notre consommation et à la production illimitée d'énergie verte. Mais ne cédons pas trop vite à la caricature. Thierry Geerts n'est pas un évangéliste numérique perdu dans une forêt de 0 et de 1. Il a bien les pieds sur terre, et sur le sol belge, qui plus est. Il a participé à plusieurs groupes de réflexion, tant au niveau fédéral que régional. Il a même investi à titre personnel dans le lancement de Bicentral, le campus bruxellois dédié aux pratiques digitales. Il y a un combat qui lui tient particulièrement à cœur, celui de la formation et de l'éducation aux médias, l'un des deux ingrédients indispensables à une transition numérique qui profite à tous. L'autre, c'est la nécessité d'un projet politique, collectif et ambitieux. On a d'ailleurs oublié de vous dire que Thierry Geerts voulait faire de la Belgique la capitale de Digitalis. Mais ce n'est pas gagné, loin de là. La Belgique a raté le train du digital et l'omniprésent Google tente de raccrocher les wagons, dans tous les secteurs. Formation, e-commerce, recherche d'emploi, cybersécurité, éducation aux médias. Comment la Belgique peut-elle se réinventer avec la technologie ? C'est la question au cœur de cet entretien. Je suis Nicolas Becquet, vous écoutez Hors Piste avec Thierry Geerts, un podcast de l'Echo, réalisé avec le soutien d'EY. En primaire, on apprend le code de la route. On apprend à traverser la rue parce que c'est dangereux, il y a des voitures qui passent et on pourrait se faire renverser. C'est une très bonne chose. Par contre, on a construit l'autoroute de l'information et on lâche nos jeunes en pleine puberté dans ce monde digital et ils doivent se débrouiller. Il n'y a pas un code de conduite, il n'y a pas attention, les mots de passe, c'est important parce que si tu utilises 1, 2, 3, 4, 5, 6, ton vote va être hacké. Ne poste pas des photos sur les médias sociaux parce que voilà ce qui peut arriver. Et ça, il faut absolument mettre dans notre éducation de base. On compte aujourd'hui un petit peu sur les parents pour donner ça, mais les parents eux-mêmes, ils sont un petit peu confrontés à ça. Il y a des parents qui ne comprennent pas très bien les médias sociaux, alors que c'est difficile pour eux d'expliquer. Donc, ça me semble assez évident. Il y a des professeurs qui font des trucs magnifiques, mais c'est trop des initiatives individuelles ou certaines ASBL qui s'en occupent. Nous soutenons la Bibliothèque sans frontières qui va avec un programme qui s'appelle les Cyber Héros dans les écoles pour montrer les risques de la digitalisation, l'utilité des mots de passe, les médias sociaux, etc. Et je crois que c'est notre responsabilité d'aider, mais ça ne peut pas être la responsabilité d'une société privée. Ça doit être rentré dans les termes finaux de l'école primaire, c'est que avant de rentrer dans la puberté, il faut avoir appris les risques et les opportunités de cette digitalisation. Il y a le grand débat aussi, est-ce qu'il faut apprendre à nos jeunes à programmer ? Et là, ma réponse est absolument oui. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent tous devenir programmeurs, bien au contraire. Il doit y avoir des philosophes, il doit y avoir des sociologues, peut-être même plus que jamais. Par contre, ils vont tous vivre dans un monde qui va être entouré d'ordinateurs. Donc leur donner dès le début, au moment où ils savent encore jouer avec des ordinateurs et des petits robots, des choses relativement simples, mais leur donner le b.a.-ba de ce monde dans lequel ils vont vivre, ça me semble assez évident. Et donc, il y a des très très beaux programmes où des enfants apprennent à programmer des petits robots. C'est relativement simple, mais du coup, ils ont le switch de considérer la technologie comme un jeu et quelque chose de naturel. Alors que s'ils apprennent la technologie en secondaire, ils vont toujours considérer ça comme de la technologie. La définition de technologie, c'est pas l'informatique, c'est tout ce qui a été inventé après vos 12-13 ans. Pourquoi ? Parce que pour nous, par exemple, un téléphone, c'est pas technologique.
Pour nos grands-parents, c'était technologique. Pour nos enfants, l'Internet n'est pas technologique. Pour nous, c'est technologique. Donc c'est une question de perspective, et cette perspective se trouve autour de la puberté. C'est d'autant plus important pour avoir plus de femmes qui participent à la digitalisation et qui puissent devenir informaticiennes ou en tout cas réussir dans ce monde digital, parce que les filles ont leur puberté un peu plus tôt. Et ça veut dire que quand ils sortent de primaire, il est trop tard pour leur apprendre l'informatique. Il faut leur donner cette envie plus tôt. Et vous voyez, si vous faites jouer des garçons et des filles de disons 8 ans avec des petits robots et des programmations, les filles sont meilleures que les garçons. Et pourtant, quand vous faites le même test à 18 ans, eh bien non, les filles disent « ouais, non, c'est de la technologie » et les garçons trouvent ça chouette. Et donc, c'est juste notre système éducatif qui n'a pas mis les filles à l'étrier de cette révolution positive pour notre société. Donc, mais il est important que les femmes programment autant que les hommes, parce que sinon, on n'arrivera jamais à cette vraie équité sociétale. Le plus grand étonnement, c'est qu'il y a une énorme différence entre nord et sud en Belgique au niveau de cette digitalisation. Alors, premièrement, on est tous en retard. Ça, on est un peu tous dans le même bain. Mais il y a quand même encore plus côté Flandre, cette envie de comprendre et de se dire « Ah, tiens, c'est intéressant, je peux en faire quelque chose ». Et côté francophone, un peu trop cette peur de quels sont les désavantages de ça. J'ai un jour, je suis amené à parler à différents endroits. J'ai un jour parlé à des courtiers d'assurance d'une société, d'une compagnie d'assurance, et j'ai dû donner la même présentation d'abord aux flamands et puis après aux francophones. Donc, c'était vraiment exactement le même type de personnes, juste ils venaient d'un autre endroit. Et il est clair que mon discours a un peu mis tout le monde mal à l'aise en disant oui, il faut se réinventer dans l'assurance, toute cette paperasserie, etc. La perception du monde assurance du consommateur n'est pas terrible, ça c'était commun. Par contre, dans la partie questions-réponses, on voyait que la partie flamande m'a bombardé de questions en disant comment est-ce que je peux faire, ça sert à quoi, le cloud computing, vous pouvez m'expliquer. Côté francophone, vie privée, ça va prendre mon emploi. J'ai peur que. Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on peut arrêter? Or, on est tous dans le même bain. Et la même chose va arriver pour tous les partis du pays. Et donc, comment est-ce qu'on peut, côté francophone, encore plus donner cette envie? Je crois que la Wallonie a été la première, après l'Angleterre, à développer la première révolution industrielle. Donc, elle a une expérience incroyable de réussite dans ce domaine. La Wallonie, aujourd'hui, est un peu dans un creux économique. La solution pour en sortir, c'est de reprendre cette révolution digitale et de se dire qu'on va utiliser ces techniques-là pour reprendre la main et pour remonter. Et c'est exactement ce que les Chinois ont fait. Les Chinois étaient les maîtres du monde en l'an 1000. Ils ont raté les 3 premières révolutions industrielles. Et ben, ils se sont dit, la 4e, ça va être la nôtre. Et ils ont mis tout le monde en formation et ils ont misé tout sur cette transformation digitale et ils sont en train de réussir. Il ne faut pas copier le modèle chinois. On a une autre culture en Europe qu'en Chine, mais la mentalité, l'idée me semble intéressante pour la Wallonie en particulier. Dans mon livre Digitalis, j'explique que nous n'habitons plus en Belgique, plus à Bruxelles, plus en Wallonie ou plus en Flandre. Nous habitons tous à Digitalis. Et Digitalis, c'est un nouveau pays avec 4 milliards d'habitants, tous connectés l'un avec l'autre grâce à l'Internet. Ça semble un concept un petit peu étonnant, mais si vous réfléchissez à une journée normale, vous avez envoyé un mail à quelqu'un à Singapour, vous recevez une réponse immédiate, vous commandez des produits, vos chaussures sur Zalando, ils sont livrés le lendemain, vous écoutez la musique sur Spotify, elle vient de Suède, vous regardez des films sur Netflix, ça vient des États-Unis, et vous trouvez ça tout à fait normal, donc vous habitez bel et bien à Digitalis. Ancré dans votre propre région, vous habitez dans un quartier, vous connaissez vos voisins, mais vous avez cette perspective mondiale que vous pouvez parler à 4 milliards de personnes. Et on voit ça dans la pandémie. Tous les chercheurs qui cherchent autour du vaccin du coronavirus peuvent se contacter en permanence, faire des vidéoconférences, et donc on avance beaucoup plus vite que par le passé pour développer un vaccin. Mon ambition est de dire que la Belgique devra devenir la capitale de Digitalis. Et là, typiquement belge, c'est dire « Ah non, mais c'est trop ambitieux, ça ne va jamais marcher, on a raté le train ». Alors la première chose, on n'a pas raté le train, tout reste encore à faire. On est en pleine transition, on a bien démarré, on a un peu raté le démarrage, mais on peut rattraper. Et je crois qu'il faut, à partir du moment où on a cette ambition, on peut réussir. La deuxième chose, c'est de montrer et d'expliquer aux Belges qu'on a eu ce rôle de précurseur par le passé. Je crois que les Belges connaissent relativement mal leur histoire. Premièrement, la Wallonie a été la première terre de la première révolution industrielle après l'Angleterre.
Soyons fiers de ça. Deuxièmement, on a eu la première multinationale au monde, c'est quand même Ernest Solvay à Bruxelles qui l'a développée. Et puis, on a été très touché par les 2 guerres mondiales. Et après la guerre, on n'a pas dit, on a raté le train, ça va se passer aux États-Unis. Non, on a lancé une relance de la Belgique et qui est très visible à l'Expo 58. Et donc en 1958, 18 millions de personnes ont visité Bruxelles. Alors à ce moment-là, il n'y avait pas Ryanair, donc c'était quelque chose qui est 18 millions de personnes qui viennent à Bruxelles. Et à Bruxelles, le monde entier a été ébahi de voir toutes ces technologies disponibles à Bruxelles. On a montré le Sputnik, on a montré les réacteurs nucléaires, on a montré la télévision couleur. La première télévision couleur était quand même montrée par une société européenne à l'Expo 58. Et donc à l'Expo 58, on avait c'était nous la Silicon Valley. Le centre du monde était au plateau du Heysel, n'était pas à Silicon Valley, n'était pas à Shanghai, c'était ici. Grâce à ça, nous avons très très bien réussi les années 60. Alors tout n'a pas réussi, soyons clairs, mais en général, c'était quand même les 60 glorieuses où la Belgique était une grande réussite et toujours une sommité mondiale où la Belgique était quelqu'un sur l'échiquier. Comme tout ça était dépendant du pétrole, on a été pris dans les années 70 sur les 2 crises du pétrole. Et là, c'est la Flandre qui s'est réveillée après la crise du pétrole en disant on va refaire ça. Et la Flandre se cherchait un peu à ce moment-là. Elle n'était pas la richesse qu'on connaît aujourd'hui. La Flandre était un peu perdue. Et le gouvernement flamand, le premier gouvernement flamand, a lancé un programme qui s'appelle Flanders Technology, qui était au fait, le nom technique était la 3e révolution industrielle en Flandre. Et c'est un programme du gouvernement pour inspirer pas uniquement les académiciens ou quelques politiciens, mais pour inspirer tout le monde en Flandre d'embrasser la 3e révolution industrielle, donc d'apprendre l'informatique, la robotique. Tous les gens qui ont été à l'école à ce moment-là ont été en contact avec ce programme de Flanders Technology et moi qui étais sur les bancs d'école, j'ai découvert grâce à ça l'informatique, grâce à ça les potentiels de cette 3e révolution industrielle. Et la Flandre a donc très très bien réussi sa 3e révolution industrielle et elle a la prospérité qu'on la connaît aujourd'hui. Et maintenant, nous sommes arrivés dans la 4e révolution industrielle. Et il n'y a pas de plan inspirant. Il n'y a pas des affiches le long d'autoroute pour dire à tout le monde, écoutez, c'est le moment de transiter. Vous aimez ou vous n'aimez pas, mais regardez quelles sont les possibilités. Donc, il n'y a pas de grande expo. Alors, peut-être pas en pleine pandémie, mais j'ai été prêcher ça aussi dans les différents gouvernements. Et je pense qu'il y a réellement cet intérêt, pas toujours l'ambition qu'il devrait y avoir. Ce qui est intéressant au programme de Flanders Technology, c'est que c'était pas un grand programme étatique à la russe où il y a un plan où on va investir et où le gouvernement va tout prendre en main. C'était surtout un plan d'inspiration et de formation. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Parce qu'a priori, les ingrédients sont là. Les pièces du puzzle sont sur la table. Par contre, on manque d'envie, d'ambition. Je crois que j'en ai déjà parlé. Et alors, on manque de formation. Donc, on n'a pas appris à utiliser ces choses-là. Donc, on est exactement dans la chose qu'il faut réapprendre. Alors, les méthodes pour mettre en place un tel programme sera peut-être et probablement différent. Il y aura plus de médias sociaux, il y aura plein d'autres choses différentes que les affiches de long d'autoroute. Mais peut-être qu'il faudra quand même remettre les affiches de long d'autoroute parce qu'il faut toucher tout le monde. Comme je l'avais dit déjà, c'est pas une question de dire il faut que les entreprises réussissent ou il faut que le gouvernement fasse. Non. Il y a 11 millions de Belges qui doivent transformer ce processus. Je crois qu'Alexandre De Croo l'a mentionné. C'est une équipe de 11 millions de personnes qui doivent réussir cette transition. Et donc, associons ça à nos 11 joueurs des Diables Rouges. On doit réussir des goals dans ce monde digital en travaillant tous ensemble à cet objectif. Alors, beaucoup disent que c'est la faute du gouvernement et le gouvernement n'a pas un plan inspirant. Je crois que le gouvernement a un peu la même chose que nos entreprises. On est tous un peu conservateurs et c'est tant les gens qu'on a élus que nous-mêmes. Et donc, c'est pas étonnant que tout le système est un peu conservatif. Je crois on comprend qu'il doit y avoir cette nouvelle ambition. Alors, pour ça, il faut de la formation, de l'inspiration, de la compréhension. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui avec 7 niveaux de pouvoir en Belgique que ce n'était, pour ainsi dire, avec un niveau de pouvoir pour transformer la Flandre. Donc, c'est plus compliqué, il faut s'aligner. Mais on est quand même dans un monde complexe autour de nous. Donc, j'ai jamais dit que c'était simple. Et donc, c'est du leadership. Mais c'est une fois de plus, je crois que les politiciens pourraient mieux réussir
si tous les Belges se mettaient derrière leurs politiciens pour dire qu'il faut que ça réussisse. Donc c'est quelque part alors c'est très compliqué et il y a tellement de paramètres, mais je crois qu'il faut quelque part s'y mettre. Et j'espère que notre nouveau gouvernement va mettre un programme de ce type en place, mais on ne peut pas attendre un gouvernement non plus. Donc je crois que le message ici, c'est de dire qui que vous soyez employé, chef d'entreprise ou politicien, faites au moins ça dans votre domaine, pour votre entreprise ou votre domaine, parce qu'on ne peut pas attendre. Un des problèmes de notre gouvernement, c'est que c'était plus facile de réussir la deuxième révolution industrielle, par exemple, où il y a des grands projets d'infrastructure, où il faut construire un métro, où il faut construire un train, il faut mettre des autoroutes et des ponts. Ça, le gouvernement fait très bien. Ils savent. Et aussi, au niveau communication, ça se passe bien. On peut inaugurer le pont et à ce moment-là, les médias viennent et donc les politiciens ont de la visibilité. Le problème, quelque part, de ce monde digital, c'est qu'il est immatériel, par définition. Et donc, il ne faut pas construire énormément de ponts très visibles. Il faut naturellement construire une infrastructure, ce que nos telcos font relativement bien d'ailleurs. Il faut continuer à investir dans la 5G, dans la connectivité. Mais c'est moins visible que quand on construit un pont ou une grande tour. Et donc, c'est beaucoup plus de communication parce que c'est moins visible. Et du coup, c'est plus compliqué. Et le deuxième élément, c'est que ça demande une vision à long terme. Et naturellement, les gouvernements qui doivent être élus tous les 4 ans, c'est assez difficile parce qu'il faut investir pour mettre en place des choses qui seront probablement visibles que par après. Et on voit que les gouvernements qui ont plus une vision long terme, parfois des systèmes politiques qu'on aime moins, mais Singapour, par exemple, on ne peut pas dire que ce soit tout à fait une démocratie, mais ils réussissent excessivement bien parce que le gouvernement a dit, OK, où est-ce qu'on va être dans 25 ans ? Il est clair que la numérisation va être le standard dans 25 ans. Donc, qu'est-ce qu'on doit commencer à faire aujourd'hui ? Nous retrouvons Thierry Geerts dans un court instant. Bonjour, mon nom est Bruno Wettenberg, je suis professeur de stratégie et ambassadeur de l'innovation chez EY. Et dans le cadre de ces 2 fonctions, je suis régulièrement amené à analyser et à comprendre les bouleversements que rencontrent les entreprises et les organisations. Il connaît les produits, il connaît ce type de clientèle qu'il va avoir en ligne. Avec En Vue, nous analyserons la transformation et le développement de leur business model pour s'adapter à ce monde qui change. On n'ira pas tout de suite à une transformation radicale. Abonnez-vous à En Vue, un podcast signé EY et EcoConnect à écouter sur votre plateforme de podcast préférée. De retour avec Thierry Geerts dans Hors Piste, le podcast de l'Écho qui invite les décideurs à prendre la tangente pour exposer leur vision à 10 ans et imaginer un autre avenir collectif, hors des sentiers battus. Alors quand on pense au succès digital, on pense souvent à des sociétés de la Silicon Valley ou des sociétés chinoises et malheureusement très rarement à des sociétés européennes. Je crois que tant l'Europe que la Belgique doivent se rendre compte qu'on a du retard dans cette 4e révolution industrielle. Ce qui est étonnant, parce que les 3e premières révolutions industrielles ont été démarrées en Europe. Et quand on réfléchit à l'Internet a été inventé en Europe, à Lausanne, au CERN. Et donc, il faut juste se rendre compte qu'on est un petit peu assis sur nos lauriers. L'Europe a tendance à protéger les réussites du passé, plutôt que de se dire il y a une vraie nouvelle opportunité devant nous, allons-y, allons de l'avant, stimulons l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus d'opportunités digitales et de sociétés digitales en Europe et en Belgique. Google ne veut pas être une société située à la Silicon Valley. On est né à la Silicon Valley, mais on veut absolument devenir une société globale. Et ça ne se fait pas en faisant des produits aux États-Unis et puis les dérouler dans le monde entier. On les développe partout. On développe par exemple Arts and Culture à Paris, le Chrome vient du Danemark, tous nos systèmes de vidéoconférence sont faits en Suède, en Belgique on a un grand data center et notre deuxième plus grand centre de recherche est à Zurich en Suisse. Et c'est une vraie volonté parce que on veut, si pour la digitalisation soit réussie, il faut qu'elle soit inclusive, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir bénéficier de ces avantages, indépendamment de ses origines, de sa nationalité, de ses croyances. Et ça ne suffit pas d'offrir les produits, il faut que ces produits soient aussi développés par des gens qui viennent de ces différentes cultures. Et donc, il est important que l'Europe participe au développement. Et donc, Google a très activement décidé de développer une bonne grosse partie de ses produits en Europe et d'installer dans tous les pays des activités diverses, pas uniquement la partie développement du business, mais bien réellement la partie produit, le data center, etc. Le retard sur l'Europe au niveau de cette transformation digitale est surtout une question de mindset, de culture, de volonté. On a
tout ce qu'il faut pour réussir. Il n'y a aucune raison que le prochain grande société tech ne vienne pas d'Europe. On a des talents, on a des académiciens fantastiques et au niveau intelligence artificielle, beaucoup est inventé en Europe et on a clairement du capital. Mais on n'a pas cette croyance incroyable. Si vous allez en Chine ou à la Silicon Valley, je vous invite, si vous avez l'occasion d'une fois aller visiter sur place après la pandémie, il y a juste cette volonté de se dire « Ah, mais on est au début d'un nouvel ère, on peut tout réinventer, c'est fantastique. » Et donc, on essaye, on se lance, on essaye, on fait appel à des capitaux, on a des plans d'affaires ambitieux. Et cet enthousiasme, cette volonté est moins présente en Belgique. Guillaume Boutin de Proximus parle d'une revanche par rapport au GAFA et je crois que c'est vrai et faux. Le mot revanche est faux. Par contre, être inspiré par et aussi devenir une big tech comme il l'appelle, ça, je suis tout à fait d'accord et je ne demande qu'une chose, c'est que ça réussisse. Et je pense qu'il est bien en route pour le réussir. Moi, je plaide pour du possibilisme. Donc, il ne faut pas croire dans un optimisme tech BA, naïf. Il est clair que la digitalisation a d'énormes opportunités, mais a aussi des risques. La sécurité, la vie privée. Par contre, si on regarde uniquement les risques, on n'avance pas. On ne fait rien, on est tétanisé, la peur est vraiment très très mauvaise conseillère. Et donc, je plaide pour du possibilisme. Regardons quelles sont les méthodes qui sont disponibles aujourd'hui au niveau de technologie. Regardons ce que l'intelligence artificielle peut faire pour nous. Et en fonction de ça, comme c'est possible, allons-y. On appelle ça un moonshot. C'est comme Kennedy, au début des années 60, a annoncé que les États-Unis allaient aller sur la Lune dans la décennie. Il n'avait pas la moindre idée comment y arriver ou si c'était possible. Mais le fait qu'il s'est dit c'est possible, on va y aller, tous les moyens ont été mis dans cette direction-là. Et donc, comment on peut faire ça également en Europe? Et c'est très, très présent en Asie et à la Silicon Valley. Il n'y a aucune raison. C'est juste une question de mindset. Un des problèmes sont les indicateurs qu'on utilise, surtout au niveau macroéconomique, pour accompagner cette transition, puisque la plupart des politiques macroéconomiques est basée sur le produit national brut. Or, la digitalisation a un effet très bizarre sur cet indicateur. Quand on digitalise quelque chose, on dématérialise et donc ça coûte moins cher. C'est plutôt une bonne chose pour tout un chacun. Exemple, si vous achetiez dans le temps une encyclopédie, ça coûtait 2 000 €. Et il y avait très peu de gens qui savaient se le permettre, mais ça créait du produit national brut. Chaque fois qu'on vendait une encyclopédie, c'était 2 000 € dans le cochonnet du produit national brut. Aujourd'hui, on a offert Wikipédia à tous les Belges gratuitement. Alors, c'est au niveau, on peut être quand même d'accord qu'au niveau humain, c'est fantastique. Si on valorisait par personne les 2 000 €, ça ferait quand même 11 millions fois 2 000 €, ça ferait beaucoup de produit national brut, mais la valorisation de Wikipédia dans le produit national brut est zéro. Ça vaut rien. Et donc, en fait, on a diminuer le produit national brut en augmentant énormément la valeur pour nos citoyens. Et donc, il y a un problème d'unité de mesure. Il faudrait changer cette unité de mesure, en tout cas trouver un système pour mieux valoriser ces avantages, qui est quand même le but ultime, je crois. C'est pas de créer... L'économie n'est pas là pour un but en soi. L'économie est un moyen pour créer du bien-être. Et donc, mesurons le bien-être des Belges. Et de cette sorte, je crois que le Belge pourrait reconnaître que pour son bien-être, l'accès à l'information est important, que de ne pas passer 2 heures dans les embouteillages le matin, c'est une vraie valeur pour les gens. Et donc la numérisation a permis de travailler de chez soi et de ne pas faire 2 heures de trafic. Comment est-ce qu'on peut convertir ça quelque part dans un indicateur pour dire on a gagné 2 heures de vie privée? Comment est-ce que, on peut dire aux gens au niveau indicateur, comment est-ce qu'on peut comptabiliser ça de telle sorte que on puisse, dans les indicateurs macroéconomiques, mais donc aussi dans les politiques de nos politiciens, avoir un effet bénéfique de cette digitalisation qui est là, mais qui n'est pas mesurée. Et donc aujourd'hui, on parle juste d'un produit national brut qui est stable, on n'a pas assez de croissance, on manque de rentabilité, d'efficacité, alors que si on mesure l'impact positif de la numérisation, ce serait tout le contraire. Un des problèmes pour comprendre cette transformation digitale, c'est qu'elle est exponentielle et qu'on a, en tant qu'être humain, l'habitude de réfléchir en linéaire. Alors, qu'est-ce qui est exponentiel? Je vais donner un exemple très pratique, c'est la voiture autonome. La voiture autonome, c'est quelque chose qui va durer 10-20 ans à développer et puis un jour, la voiture autonome est là. Mais
comme on parle déjà depuis 2010 des voitures autonomes, l'esprit linéaire a commencé par dire en 2010 c'est pas possible, puis s'est dit c'est dangereux. Et puis pour finir, quand ils se sont dit, ouais, en fait, ce serait une bonne solution pour le problème de mort sur la route et de trafic, eh bien, on l'a regardé en 2018 et on s'est dit, elle est toujours pas là, la voiture autonome. Donc, en fait, c'était une belle piste, mais vous voyez, ça fonctionne pas. Or, en dessous du radar, on voit que les voitures autonomes font ils doublent leur capacité chaque année, mais tant que c'est pas très efficace et qu'on double le pas efficace, on voit rien. Et un jour, vous allez voir que la voiture autonome va du coup réussir et s'implémenter très rapidement dans notre société. Et là, on sera tous surpris en se disant, enfin, c'est pas possible, comment ça se fait qu'elle est là, on n'a pas prévu ça. Et on est en train d'arriver à ce moment-là, puisque vous voyez que Tesla vient d'annoncer de lancer ses voitures autonomes en bêta à des conducteurs normaux. Donc pas à des conducteurs de Tesla, mais à des vrais conducteurs. Une Tesla tout à fait autonome. Waymo a aujourd'hui 600 voitures qui circulent en système taxi aux États-Unis. Donc on voit que ça commence à avancer. Donc comment est-ce qu'on peut réfléchir au niveau de nos programmes pour mieux utiliser ça? Et on voit qu'il y a déjà un shuttle automatisé au campus de Jet à Bruxelles. Et donc ça commence à apparaître. Mais donc il faut arrêter de se faire surprendre par ça, parce que toutes ces choses-là sont déjà quelque part sous-jacentes. Mais comme elle n'évolue pas comme on le pense, on est d'abord déçu et puis après surpris, alors que c'est parfaitement prévisible. Alors c'est très difficile de se projeter 10 ans en avant. Et pour comprendre ça, il faut se remettre 10 ans en arrière. Il y a 10 ans, le smartphone a commencé à apparaître. Et je veux dire, on ne savait pas imaginer Waze il y a 10 ans. On ne se rendait même pas compte que c'était possible de construire un Waze et que Waze allait un jour nous faire ça. Il y a 10 ans, on n'avait même pas encore, à part quelques principes théoriques, on n'avait pas développé l'intelligence artificielle. Les histoires de voix, ça ne fonctionnait vraiment pas. Et donc, comment imaginer maintenant les 10 années à venir qui vont certainement avoir l'apparition de choses tout aussi fantastique pour ainsi dire que le smartphone, c'est très, très, très difficile. Par contre, on peut se donner quelques principes de base, regarder les technologies disponibles et essayer d'imaginer ce que ça va donner, et surtout se rendre agile, se rendre compte à quel point le monde va être tout le temps en changement. Beaucoup de gens disent, après le corona, on va arriver à un nouveau normal. Moi, je crois qu'il n'y aura un jamais normal. On doit s'adapter au changement et se rendre compte à quel point c'est une bonne chose. On n'a juste pas été câblé pour ça, mais c'est beaucoup plus intéressant au niveau humaniste d'avoir une société qui change, qui évolue, dans laquelle on peut se réinventer, on peut faire des nouvelles choses. Et donc, je suis surtout intéressé par ce qui va se passer les 10 années à venir. Je me rends compte qu'il y a des risques à ça et des opportunités. J'espère qu'on va pouvoir avoir énormément de débats avec des gens intéressés pour résoudre les problèmes négatifs de telle sorte qu'on puisse en faire quelque chose de réellement bien. Et je crois qu'on va être plus humain dans 10 ans qu'on est aujourd'hui. Et pour ça, il faut se rendre compte à quel point aujourd'hui, on n'est pas très, très humain et on fait encore beaucoup de choses dont on a l'habitude, mais qui ne sont pas très créatives, revenons au sens profond de l'être humain. C'était Nicolas Becquet pour le dernier épisode de Hors Piste, un podcast de l'Écho réalisé par Nicolas Baudou et préparé avec Arnaud Martin et Simon Souris. Retrouvez tous les épisodes de la saison sur votre plateforme d'écoute favorite. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Bonjour, mon nom est Bruno Wettenberg, je suis professeur de stratégie et ambassadeur de l'innovation chez EY. Et dans le cadre de ces deux fonctions, je suis régulièrement amené à analyser et à comprendre les bouleversements que rencontrent les entreprises et les organisations. Il connaît les produits, il connaît le tone of voice, il connaît ce type de clientèle qu'il va avoir en ligne. Autant de modifications qui poussent les entrepreneurs à réagir et à réagir vite. On peut très rapidement suivre quelle est l'adoption et quel est le business readiness des différents acteurs par rapport à ces transformations. Avec En Vue, nous analyserons la transformation et le développement de leur business model pour s'adapter à ce monde qui change. Abonnez-vous à En Vue, un podcast signé EY et EcoConnect à écouter sur votre plateforme de podcast préférée.